Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire consacré au taux de conversion et à l'analyse du comportement de votre audience pour justement améliorer ces taux de conversion. On va se présenter rapidement et puis on va vite rentrer dans le vif du sujet. Donc pour ma part, Naïma Brahimi, je suis directrice du pôle marketing chez Adimeo. Et bonjour à tous, moi c'est Mathilde Luçon et je suis consultante marketing et CRM chez Adimeo. Alors quelques mots sur Adimeo avant de démarrer. Chez Adimeo, on accompagne donc nos clients pour faire du digital le levier de leur croissance à travers la mise en place de nouveaux outils, la mise en action de nouvelles organisations, de nouvelles techniques, pour in fine créer de nouveaux dialogues avec leurs utilisateurs et leurs consommateurs. On a 4 principaux pôles d'expertise. Le premier, ça va être autour du conseil et de la stratégie, vraiment pour accompagner cette transformation digitale en auditant l'existant, en faisant des études utilisateurs, des focus group, mais aussi en accompagnant nos clients dans le pilotage de leurs projets digitaux avec des prestations d'AMOA. On a un deuxième pôle qui est plutôt orienté design et innovation, donc vraiment sur les sujets UX, interface utilisateur, mise en place de design system. 2 pôles de production technique, à la fois pour la création et la maintenance de sites internet, d'applications métiers, mais aussi d'intranet. Et puis le pôle qu'on représente aujourd'hui avec Mathilde, donc le pôle marketing, où on accompagne nos clients à la fois sur des sujets de contenu, de SEO, mais aussi d'acquisition payante sur les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. Des sujets de web performance dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Et on accompagne aussi nos clients à l'intégration CRM et avec des webmasters qui sont là pour les épauler dans la gestion au quotidien de leur site web. Voilà pour la petite intro. Au programme aujourd'hui, on va venir dans un premier temps comprendre vraiment sur quoi repose le taux de conversion, quelle est son importance aussi pour vous, pour mesurer vos performances, votre ROI. La deuxième partie du webinaire sera consacrée à l'analyse comportementale et vraiment pourquoi c'est l'indicateur sur lequel vous devez vous reposer pour vraiment augmenter vos performances en termes de conversion. On vous présentera ensuite 3 méthodes pour optimiser vos stratégies marketing et obtenir un meilleur ROI. Et puis enfin, on vous donnera des conseils pour assurer un suivi et une optimisation continue de vos dispositifs. Aujourd'hui, l'objectif, ça va vraiment être de vous donner les clés pour mieux comprendre vos audiences, pour mieux décrypter leur comportement, pour vous permettre d'optimiser vos dispositifs web, digitaux, à plus de conversion grâce aux outils d'analyse et de tracking. Le premier point, comme je le disais, ça va être du coup de venir comprendre votre taux de conversion et pourquoi il est important de le mesurer. Le taux de conversion, tout simplement, c'est le ratio entre le nombre de visiteurs qui arrivent sur votre site et le pourcentage, du coup, de ces visiteurs qui va effectuer une action souhaitée. On verra juste après quelles sont les différentes actions de conversion qu'on peut mesurer. Vous allez avoir tout d'abord ce taux de conversion qui va être un vrai indicateur clé pour mesurer votre performance, pour mesurer le ROI de vos campagnes marketing et l'atteinte aussi des objectifs marketing et commerciaux que vous vous fixez. Ça va être aussi un indicateur clé pour améliorer votre rentabilité. Vous pouvez, par exemple, mettre en place des actions qui vont vous permettre de booster votre trafic, mais si vous avez énormément de trafic qui arrive sur votre site et pas assez d'interaction avec vos utilisateurs et que du coup, vous leur permettez pas de convertir et de justement aller effectuer des actions de conversion, vous allez avoir ce taux de conversion qui va mécaniquement baisser puisque vous allez avoir plus d'entrants, plus de visiteurs, mais moins de personnes qui convertissent. Donc, le fait de mettre en place des actions, des interactions sur votre site qui permettent à vos utilisateurs d'effectuer une action de conversion, c'est ça aussi qui va pouvoir améliorer votre rentabilité et derrière, in fine, potentiellement vos ventes. Et puis, le taux de conversion repose aussi sur l'amélioration de l'expérience utilisateur. Donc, plus vous allez fluidifier les parcours de vos cibles, plus vous allez les segmenter, plus vous allez les personnaliser, et bien plus vous allez pouvoir augmenter ce taux de conversion. Je ne l'ai pas précisé, mais n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. On y reviendra à la fin du webinaire. La conversion, c'est important de savoir que ce n'est pas forcément un achat. C'est très vrai pour les sites e-commerce. La principale conversion qui va être action de conversion qui va être analysée, ça va vraiment être l'achat. Mais même au sein de ces achats, on peut avoir différents types de conversion par rapport à la valeur d'achat, par exemple.
Mais sur d'autres typologies de sites, on va pouvoir avoir d'autres conversions, comme par exemple le formulaire de contact, qui va permettre du coup à vos cibles d'effectuer une demande pour être recontactés par vos équipes, pour en savoir plus sur vos services et vos produits. On va avoir aussi, par exemple, l'inscription à la newsletter qu'on voit assez fréquemment dans les footers des sites, donc vraiment en bas de page, avec des formulaires assez courts qui permettent à vos cibles de s'inscrire pour être abonnés à vos contenus. Du téléchargement de contenu, justement, qui va s'effectuer là aussi par le biais d'un formulaire. Donc, assez classiquement, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est par exemple un téléchargement de livres blancs, d'e-book, qui va vous permettre, en contrepartie, de récupérer des données précieuses sur votre cible. Et puis, on va avoir aussi la création d'un compte qui va permettre, dans certains cas, à vos utilisateurs d'accéder à davantage de contenu ou d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires de votre plateforme. Et ça aussi, ça peut être comptabilisé comme une conversion. Donc, c'est important de vraiment pas se focaliser que sur l'achat, que sur la vente. Il y a plein d'autres actions de conversion qui peuvent être utilisées et qui peuvent vous permettre du coup de mesurer la performance de votre site. Quand on parle conversion, on parle aussi optimisation du taux de conversion ou CRO. C'est un des piliers qui permet justement de venir optimiser ce taux de conversion sur votre site en mettant en place différentes actions. Et les principaux piliers du CRO, ça va être principalement le contenu. Je parlais tout à l'heure du fait du calcul, du mode de calcul du taux de conversion qui se fait du coup en calculant le ratio du nombre de visiteurs sur le nombre de conversions qui sont effectuées. Et bien, plus vous allez avoir un trafic entrant de qualité, moins vous allez avoir de déchets et potentiellement, plus votre taux de conversion va augmenter. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ça va être la segmentation. Plus vous allez pouvoir flécher des parcours très distincts, très segmentés par rapport aux problématiques ou aux besoins de vos cibles, ça va permettre potentiellement d'améliorer aussi le taux de conversion. Le but, c'est pas forcément de faire que des entrées par service sur votre site, mais vraiment des entrées par besoin pour que les personnes et vos cibles s'y retrouvent le plus vite possible et puissent justement aller vers des actions de conversion assez facilement et assez rapidement, et surtout que ces actions de conversion soient en lien avec leurs problématiques réelles. Et puis le dernier pilier d'amélioration du taux de conversion, ça va être l'UX, donc l'expérience utilisateur, et l'UI, donc le design d'interface, qui va permettre à la cible qui va permettre de fluidifier le parcours de la cible et donc de l'amener plus facilement et plus rapidement vers des actions de conversion. Et puis, même le design d'interface, ça va permettre aussi d'ancrer un petit peu plus la marque et l'identité de marque dans l'esprit de vos cibles et potentiellement d'être reconnaissable à d'autres moments de son parcours. Pour optimiser ce taux de conversion, on va avoir 10 conseils qu'on peut vous transmettre. Le premier, ça va être donc d'optimiser cette interface utilisateur et l'expérience utilisateur. Comme je viens de le dire, c'est vraiment deux éléments clés qui vont vous permettre de fluidifier vraiment le parcours de vos cibles et de pouvoir les amener vers des actions de conversion. L'interface utilisateur, comme je disais juste avant, elle va permettre d'ancrer l'image de marque dans l'esprit de vos cibles. Et c'est quelque chose qui va pouvoir vous servir si, par exemple, vous faites du reciblage. Quelqu'un est venu sur votre site, vous faites des bannières que vous affichez en display sur Google Ads. Si inconsciemment, l'identité de marque, les couleurs, la charte a déjà été assimilée par votre cible grâce à une interface utilisateur qui est claire, cette cible-là va pouvoir plus facilement être tentée de cliquer sur une publicité qui a des couleurs et des marqueurs qui lui parlent déjà. Et donc, ça va pouvoir favoriser aussi son avancement dans le tunnel de conversion. Un autre point qui est clé, ça va être la personnalisation du contenu web. Mathilde y reviendra dans les parties suivantes, mais l'ultra-personnalisation du contenu, ça permet à la cible de mieux se projeter et du coup de se dire que vous lui proposez du contenu qui est vraiment en phase avec ses problématiques, en phase avec ses attentes. Et donc, c'est vraiment un levier qui est assez puissant pour faire basculer vos cibles vers des conversions qui vont vous intéresser. Le quatrième point, sans surprise, ça va être l'analyse des performances de votre site, parce que si vous naviguez à l'aveugle et que vous n'avez pas les statistiques qui vous permettent d'analyser à quel endroit du site vos cibles sortent, quelles sont les pages qui génèrent le plus de rebonds, quelles sont les pages qui génèrent le moins de conversions, ça va être difficile de venir jouer sur ces leviers et de venir améliorer vos taux de conversion.
Un autre point aussi qu'on détaillera, par la suite, ça va être la mise en place d'A/B tests. Donc de venir vraiment présenter 2 versions d'une même page, par exemple, à vos visiteurs et de voir quelle est celle qui convertit le plus. Et en faisant ces tests, en éliminant en fait les éléments de la page qui convertissent le moins, vous allez aboutir à une page qui est vraiment ultra boostée et ultra performante pour la conversion. Et donc ça, c'est un levier aussi qui est assez intéressant. Le 6e point, ça va être de créer des call to action, donc des appels à l'action qui sont clairs et pertinents. Là encore, on essaye toujours de penser par rapport au parcours et par rapport à la recherche de votre cible et à son intention de recherche. Quand elle arrive sur une page donnée, quelle est l'action que vous voulez lui faire réaliser et quelle est l'action qui est la plus pertinente à réaliser pour cette cible-là à ce moment-là. On garde vraiment la notion d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Et c'est ça aussi qui va permettre d'engager vos cibles et de les amener vers une action de conversion. Le 7e point, ça va être de réaliser des landing pages qui sont efficaces. Par efficace, j'entends là encore penser pour la conversion, donc avec un formulaire qui va être affiché avant la ligne de flottaison, qui va permettre à vos cibles du coup de renseigner leurs informations le plus simplement possible. Si vous avez de l'autocomplétion, si vous connaissez déjà des données sur votre cible, faut pas hésiter à les intégrer directement dans les formulaires. Et puis d'intégrer des éléments de réassurance qui vont permettre à la cible d'aller à l'étape d'après et du coup potentiellement de remplir un formulaire. Mettre en avant la proposition de valeur, là encore, c'est un point clé. Ça va vous permettre d'afficher vos éléments différenciants, d'afficher des réponses concrètes aux problématiques de vos cibles et donc de les inciter là encore à l'engagement. Faciliter le processus de paiement, on parlait un petit peu tout à l'heure de l'e-commerce, mais en facilitant le processus de paiement, en le faisant le plus court possible, en éliminant des clics inutiles ou des pages qui vont être inutiles dans ce parcours-là, vous allez minimiser le risque d'abandon de panier, minimiser le risque de perdre des achats et des conversions. Et puis enfin, et ça Mathilde le détaillera un petit peu plus après, d'utiliser les bons outils pour calculer justement ce taux de conversion, d'avoir les bons dispositifs qui vont vous permettre d'analyser de façon fine les parcours de vos cibles sur vos sites et donc de pouvoir améliorer ce taux de conversion par la suite. Donc maintenant qu'on a vu en quoi consistait le taux de conversion et quels étaient les leviers qu'on pouvait actionner pour l'améliorer, je vais laisser la parole à Mathilde qui va vous parler un petit peu plus d'analyse comportementale de vos cibles. Alors, effectivement, l'analyse comportementale, c'est un concept clé pour les actions de conversion et pour l'amélioration de votre taux de conversion. Donc, l'objectif derrière l'analyse comportementale, c'est d'aller au-delà des simples clics et des pages vues. Mettre un plan de tagage, mettre un plan de marquage en place, c'est très bien. Savoir que notre audience, on a tant de vues sur cette page, tant de clics sur ce CTA, c'est très bien, mais aujourd'hui, c'est plus suffisant et c'est pour ça qu'on tend vers vraiment cette analyse comportementale qui va vous permettre d'aller plus dans le détail de l'observation des interactions que vos utilisateurs ont avec votre site ou votre application. Donc, on sait qui clique sur typiquement ce CTA, ce call to action, mais ce call to action sur quelle page ? On va aller dans le détail de ce clic. On va regarder aussi combien de temps il passe sur chaque page et pas juste le nombre de pages vues sur un temps donné. On va aller regarder les zones qui suscitent le plus d'attention et on va venir regarder aussi les différentes difficultés qu'on peut retrouver dans une navigation. Typiquement, un abandon de panier, un taux de rebond qui est pas adéquat. On va vraiment se baser sur l'analyse des actions de nos utilisateurs pour mettre en place des actions marketing qui vont permettre de venir améliorer ce taux de conversion. C'est vraiment se dire qu'on fait une image précise de l'expérience utilisateur, ce qui nous permet d'identifier les points d'accroche, les points de friction et les opportunités d'amélioration. Et du coup, in fine, de booster les conversions. Donc tout ça, toute cette analyse, ça va nous permettre, voilà, merci, ça va nous permettre d'aller dans des segments d'audience qui sont ultra précis. Aujourd'hui,
on peut plus n'avoir que des segments, comme le disait Naïma, sur les données démographiques, des segments très larges. Aujourd'hui, il faut vraiment aller dans des segments précis qui viennent de toute l'analyse que vous faites sur ce dont j'ai parlé sur la slide précédente. Et vers quel type de segment on peut tendre. On va avoir par exemple des segments des clients fidèles qu'on va venir adresser d'une certaine manière. On va avoir, comme je disais, les abandonneurs de panier. Donc là, on est sur, comme le disait Naïma, sur le comportement et plus sur les données démographiques. Aujourd'hui, une cible 18-24 ans, on sait qu'on va l'adresser différemment qu'une cible de 40-50 ans. Mais on va au-delà de ça. Dans cette cible des 18-24 ans, combien abandonnent leur panier? Pourquoi? Combien sont visiteurs novices sur ce site? Quelles actions ils font, ces visiteurs novices, quand ils viennent sur le site? Où est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qu'ils regardent? Est-ce qu'ils font beaucoup d'ajouts dans le panier pour finalement abandonner? Ou est-ce qu'ils ont un tunnel d'achat qui est très rapide? Et en quelques minutes, ils ont fait un achat ou toute autre action. Je dis achat, mais comme l'a dit Naïma, ça peut être remplissage d'un formulaire de contact, d'une newsletter, etc. Et on va s'intéresser aussi à la partie mobile vs desktop. On le sait, aujourd'hui, il y a un vrai enjeu sur les sites mobiles. Donc, on va venir s'intéresser au comportement de ces utilisateurs sur le mobile vs sur le desktop. Et là, on peut revenir un peu sur ces segments démographiques. Est-ce que les 18-24 ans utilisent majoritairement le mobile? Sur quelle page? Est-ce que finalement, ils sont revenus plutôt à utiliser le desktop? C'est tout ça qu'on va venir analyser dans ces comportements et c'est ce qui va aujourd'hui driver les segments qu'on va créer et plus juste les données un peu natives qui peuvent remonter des différentes analyses. Et ces segments-là, juste pour compléter, ils peuvent effectivement nous servir à mieux comprendre nos audiences, donc dans un but d'analyse pure, mais ils peuvent aussi et surtout être réutilisés pour faire du reciblage. Et du coup, on va pas forcément adresser de la même manière quelqu'un qui abandonne son panier versus quelqu'un qui est venu sur le site pour la première fois. Et on va pas leur adresser les mêmes messages dans du display, dans des annonces qu'on va pouvoir réutiliser par la suite. On vous a identifié 3 méthodes pour optimiser vos stratégies marketing dans le cadre de cette audience, de cette analyse comportementale et de ce taux de conversion. Ah, on a perdu le partage. Ah, merci. Du coup, la méthode 1, ça va être les heatmaps, donc cartes de chaleur en français. Les cartes de chaleur, c'est vraiment la visualisation de ce que j'ai avancé, de savoir les clics, les pages vues, etc. C'est la cartographie de ce que vos utilisateurs font quand ils viennent sur votre site. Et ça fournit vraiment une représentation très graphique et très visuelle de ces interactions avec votre site. Les objectifs derrière les heatmaps, c'est de détecter les points de friction. Donc, c'est vraiment de voir où les utilisateurs rencontrent des difficultés ou abandonnent. Est-ce qu'on a un tunnel de paiement qui est trop long? Est-ce qu'on a un temps de chargement de page qui est trop long? Du coup, finalement, l'utilisateur, il se désintéresse et il part du site. Est-ce qu'on a un formulaire de contact qui demande trop de champs? Et du coup, on a un gros abandon à ce niveau-là. Les heatmaps, ça va vraiment servir à ça, à voir à quel moment on a un abandon et comment on peut améliorer ces interactions avec l'utilisateur. Et du coup, on va avoir une partie campagne marketing, comment on les adresse, ceux qui sont plutôt sur des points de friction, mais ça va aussi permettre d'optimiser l'ergonomie et la navigation du site web pour, in fine, améliorer l'expérience utilisateur. Les bénéfices de ces cartes de chaleur, c'est d'améliorer l'utilisation et la clarté du message. Forcément, si on va améliorer les points de friction, on est sur une expérience utilisateur qui est plus fluide. Ça nous permet de réduire le taux de rebond, encore une fois en rendant la navigation plus intuitive et engageante. Et in fine aussi, ça améliore la satisfaction client. Un utilisateur qui remplit son formulaire en quelques clics, il va forcément déjà être plus enclin et plus satisfait qu'un utilisateur qui finalement
se retrouvent un peu bloqués sur un formulaire ou un tunnel de paiement qui avance pas. Faut vraiment le voir dans ce concept-là. Et comment on met en place ces cartes de chaleur? Il y a des outils qui existent. J'en ai mis quelques-uns, Crazy Egg, Hotjar, Visual Upside Optimizer, qui permettent de créer ces cartes de chaleur sur différentes pages et sur différents types d'interactions. Tu peux passer sur la slide suivante. Là, j'en ai mis 3 exemples pour vous montrer à quoi ça ressemble une carte de chaleur. Donc, sur la première, on voit les clics. Donc, j'ai mis la légende. Plus c'est rouge, plus on a de clics. Donc, ça vous, encore une fois, c'est une représentation graphique. Il faut le coupler avec vos analyses de plan de tagage, de plan de marquage sur votre site. Mais ça vous donne quand même une première tendance. Ensuite, on va avoir au milieu, on peut connaître le défilement. Donc, encore une fois, plus c'est rouge, plus c'est une partie de votre site qui est intéressante pour les utilisateurs. Plus c'est vert, moins il y a du défilement, donc moins les utilisateurs atterrissent jusqu'à cette partie de votre site. Et on va avoir sur la dernière slide la partie mouvement. Donc, qu'est-ce qu'un utilisateur, quand il arrive sur votre site, a comme interaction? Où est-ce qu'il va? Il passe de tel menu à tel menu sur une seule page, encore une fois. Donc, ça, c'est intéressant aussi d'analyser cette partie mouvement, parce que ça peut nous permettre de voir est-ce que nos utilisateurs, ils comprennent notre site, est-ce qu'ils comprennent où aller chercher l'information? Est-ce que le formulaire de newsletter, de contact, il est fluide? Est-ce que l'ajout au panier, il est fluide aussi? Enfin, voilà, toute cette partie mouvement, ça nous permet vraiment de voir les interactions de manière assez claire et graphique, encore une fois, à coupler avec le plan de tagage. Tu peux passer. La deuxième méthode, Naïma en a un peu parlé, c'est les A/B tests. Les A/B tests, ça sert vraiment à faire une amélioration continue. Un A/B test, c'est on va venir prendre une page de site web ou une landing page ou un mail ou un formulaire et on va en faire 2 versions différentes sur lesquelles on va juste modifier un élément. Moi, je suis plutôt d'avis, quand on fait de l'A/B test, de modifier un élément à la fois. Parce que ça va nous permettre, en modifiant cet élément-là, de voir justement les points de friction et de voir que sur cette version A, on a beaucoup plus de conversions que sur cette version B. Donc, c'est dans un principe d'optimisation continuelle de vos pages web et de vos campagnes marketing. Et ça permet de regarder un peu sur votre carte de chaleur par rapport à vos A/B tests, ce qui est le plus performant, donc de réduire les coûts marketing en concentrant vos efforts sur les initiatives les plus efficaces. Faire une page de site web qui convertit en faisant un A/B test, forcément, vous avez une amélioration de la prise de décision marketing qui sont basées sur des données factuelles, de savoir que sur une page de site web avec tel formulaire, vous convertissez mieux que sur une autre page. Ça va vous permettre de concentrer vos efforts sur cette page et, in fine, d'augmenter votre taux de conversion. Donc, la mise en place, elle est assez simple. On va venir créer 2 versions d'une page web ou d'une campagne marketing. Comme je disais, en modifiant un seul élément. On va venir analyser, afficher les 2 versions aux utilisateurs de manière aléatoire et on va suivre ces résultats. Et selon les analyses de ces résultats-là, on va identifier la version la plus performante et on va mettre en œuvre le changement. Donc là, je vous ai mis un exemple. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence entre les deux. Sur la landing page de gauche, on va avoir une personnalisation. On a « Bonjour Naïma », ce qu'il n'y a pas sur la landing page de droite. Et on va aussi avoir l'autocomplétion sur le formulaire. On le verra par la suite, de par le CRM, on a les informations, donc le formulaire, il se remplit automatiquement, à l'inverse du formulaire de droite, où finalement, c'est assez impersonnel. On n'a pas d'autocomplétion, et il faut savoir que les formulaires, c'est vraiment des barrières aujourd'hui. Les utilisateurs ont vraiment un frein à remplir des formulaires. Donc voilà, ça, c'est un A/B test qui peut paraître simple, mais qui en fait nous donne beaucoup d'infos sur les résultats. On le voit en dessous, on a un nombre de total de soumissions sur la landing page A vs la landing page B qui est beaucoup plus important. On a une augmentation du taux de conversion des contacts qui ont rempli ce formulaire en client et on a un taux de rebond qui est bien meilleur sur cette
personnalisation et surtout sur cette auto-complétion. Donc l'A/B test, voilà, on teste différents éléments, on voit et on garde ce qui fonctionne le mieux. Et au-delà de l'A/B test c'est une première étape, mais aujourd'hui on tend vraiment, comme l'a dit Naïma, à l'hyper-personnalisation. Donc c'est vraiment une tendance marketing pour 2024. On va vraiment, selon le comportement de l'utilisateur, lui offrir une expérience plus pertinente et plus engageante. Encore une fois, on améliore la satisfaction et forcément la fidélité à la marque, et on améliore les taux de conversion et le ROI des campagnes marketing. Les bénéfices, en faisant une expérience utilisateur ultra personnalisée, c'est qu'on va augmenter le temps passé sur le site et la navigation des utilisateurs. On va augmenter in fine le taux de clic sur les produits ou les offres personnalisées. Encore une fois, ça ne fonctionne pas que pour les sites e-commerce. Là, on est sur tous les sites. Et on va renforcer la relation client parce qu'on va lui montrer qu'on a compris son besoin, on a compris son désir et on lui donne le bon contenu au bon moment et au bon endroit. Ça permet notamment de faire des recommandations sur du site e-commerce, de la recommandation de produits basés sur les anciens achats et sur la navigation des utilisateurs. Ça permet d'utiliser des outils de type CRM pour vraiment adresser l'utilisateur selon ce qu'il a regardé comme page, selon les interactions qu'il a eues. Et ça vous permet de segmenter votre audience en fonction de différents critères. Donc, au-delà du démographique, qui reste un critère certain, ça va être sur les intérêts, ça va être sur le comportement d'achat. Aujourd'hui, on va même plus loin avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir se baser sur les émotions de l'utilisateur. Alors, c'est encore très nébuleux et encore en recherche et développement, mais l'intelligence artificielle, elle arrive dans cette hyper-personnalisation, comme elle arrive un peu partout aujourd'hui. Et on va pouvoir, dans les jeux vidéo, ça commence déjà un peu à arriver de pousser des publicités par rapport à l'émotion de la personne qui joue. Donc, on va arriver à cette hyper-personnalisation sur les sites web. Aujourd'hui, voilà, c'est encore un peu loin, mais on peut déjà, de par le CRM, on le verra juste après, pouvoir commencer à faire de l'hyper-personnalisation. Et juste pour rebondir sur ce que dit Mathilde par rapport à l'intégration de l'IA dans ces sujets de segmentation et d'hyper-personnalisation, c'est des choses que les plateformes et les régies publicitaires font déjà depuis longtemps, d'analyser les comportements des cibles pour pouvoir en faire des audiences. Alors, je reprends un exemple sur Google Ads, j'en parlais tout à l'heure, mais Google Ads propose nativement des segments d'audience qui vont être soit des audiences de marché, donc c'est des personnes qui ont été identifiées par Google par rapport à leur comportement de navigation, par rapport à leurs recherches effectuées sur le moteur de recherche, justement, qui ont eu ce comportement qui laisse à penser qu'ils vont bientôt effectuer une action d'achat pour un voyage, pour un achat en e-commerce, pour tel ou tel secteur. Et en fait, c'est des audiences qui sont assez puissantes. Quand vous avez, par exemple, ce type d'audience qui ressort sur votre secteur, on peut que vous conseiller de faire du reciblage là-dessus parce que potentiellement, c'est des audiences très qualifiées que vous allez pouvoir cibler par ce biais-là. Et il y a aussi un autre pan qui sont les audiences prédictives où là, justement, Google ou LinkedIn ou d'autres plateformes publicitaires vont permettre, par rapport au comportement des utilisateurs, vont permettre de créer des audiences qui sont potentiellement en phase avec ce que vous proposez et qui sont potentiellement proches d'une conversion. Alors, la dernière partie de notre webinaire, c'est on a mis en place de l'A/B test, on a mis en place de l'hyper-personnalisation, une carte de chaleur. Ça, c'est très bien, mais le plus important, c'est de suivre toutes ces actions-là et d'assurer une optimisation continue. On n'a jamais fini d'optimiser un parcours utilisateur ou un site web. On va vraiment l'analyser en permanence et venir donner des conclusions et des recommandations par rapport à toutes les actions qu'on a mis en place. Donc là, on va vous donner trois manières de suivre et d'optimiser en continu. Donc, il y a déjà le fait d'implémenter des pixels de suivi de conversion
Pour rappel, les pixels de suivi des conversions, ce sont des petits fragments de code qui vous permettent de suivre les actions des utilisateurs sur votre site web. Ça vous permet de savoir quelle page les utilisateurs visitent avant de convertir, d'où viennent les utilisateurs qui convertissent le plus ou quelle campagne marketing génère le plus de conversions. In fine, l'objectif, c'est de comprendre, encore une fois, le comportement de votre audience et d'identifier les domaines à améliorer. On vous en a mis quelques exemples. On a Google Analytics, le pixel de Facebook, l'Insight Tag de LinkedIn ou le pixel de Bing Ads. Ça, c'est quelques exemples. Il y en a d'autres, mais voilà, c'est les plus utilisés et les plus importants. Le deuxième moyen de suivre tout ce que vous allez mettre en place, c'est d'utiliser un outil de mesure et de suivi de performance. Donc là, on a séparé les deux. Il en existe énormément sur le marché. Pour la partie SEO, qui est une partie très importante, vous allez avoir des outils tels SEMrush, Screaming Frog qui vont vous permettre de crawler votre site et de voir les potentielles erreurs qui existent sur votre site et de suivre le référencement, le positionnement des pages sur les mots-clés et d'analyser la concurrence. Ensuite, on va avoir des outils type PageSpeed Insight c'est un outil qui va vous donner le temps de chargement des pages et les améliorations que vous allez pouvoir venir faire sur ces pages de site web. Et côté web performance, on va avoir Matomo et Google Analytics qui là sont des outils pour justement créer votre plan de tagage, plan de marquage, suivre le parcours de vos utilisateurs avec les vues des pages, les clics et notamment les cartes de chaleur. Et pour centraliser l'ensemble de ces analyses, nous, c'est un outil qu'on utilise beaucoup, c'est Looker Studio, qui va vous permettre de vous créer des dashboards avec des rapports pour chacun des points que vous voulez analyser, que ce soit sur du plan de tagage ou sur de la carte de chaleur. Ça va vous centraliser en un coup d'œil l'ensemble de ces analyses et ça viendra les incrémenter jour après jour avec les données qui remontent sur votre site. Donc, il faut vraiment, lorsque on part sur de l'hyper-personnalisation, construire ce dashboard avec les différents indicateurs que vous voulez suivre et le suivre, si pas quotidiennement, quasiment de manière hebdomadaire pour vraiment suivre l'interaction de vos utilisateurs avec votre site et voir surtout les améliorations qui sont dues aux modifications que vous allez faire et tous vos A/B tests. Et le dernier moyen, ça va être, si tu peux, merci, ça va être sur les plateformes de CRM et de marketing automation. Ça, c'est vraiment un moyen qui va vous donner de la rapidité dans vos A/B tests et dans votre compréhension de comment m'adresser à cette audience vs une autre audience. Le CRM et le marketing automation, ça va vous permettre de vous concentrer sur les tâches à plus de valeur. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de faire des messages sur mesure grâce aux données qui sont remontées dans le CRM. Donc, vous pouvez adresser chaque client de manière différente basée sur son profil, son historique d'achat, encore une fois, son comportement en ligne. Vous allez avoir des recommandations qui sont ciblées. Vous allez, c'est ce que je disais plus tôt, pouvoir faire des recommandations produits ou des services complémentaires en fonction du comportement de votre utilisateur. Et ça va vous donner aussi les moyens de faire des offres exclusives, de faire des promotions qui sont très ciblées, par exemple sur les paniers abandonnés ou aujourd'hui, on le voit beaucoup, l'hyper-personnalisation sur les mails d'anniversaire. Donc, toute cette donnée qui est agrégée dans votre CRM, ça va favoriser l'engagement et favoriser les actions de vos utilisateurs. Et tout ça pour arriver à quoi ? À transformer ces prospects en clients avec un parcours client plus fluide. En suivant les interactions du client sur les différents canaux, vous pouvez lui créer un parcours qui est cohérent avec son besoin et qui l'amène sans qu'il se rende compte vers la conversion finale. Ça va vous permettre aussi de créer des campagnes de nurturing. Donc, pour rappel, les campagnes de nurturing, c'est de pouvoir envoyer une chaîne d'email suite à une action d'un utilisateur. Donc, c'est vraiment, là, on est sur de la personnalisation par rapport aux actions que
que l'utilisateur va faire. Et tout doucement, dans une chaîne de nurturing, on va aussi arriver à la conversion finale. Et ça vous permet de lancer des programmes de fidélisation. Donc, encourager les achats, renforcer la relation client avec des programmes de fidélisation qui sont basés sur les données CRM. Donc, ce CRM, sur la partie marketing, s'adresser aux utilisateurs, c'est vraiment un outil très puissant qui va vous faire gagner un certain temps. On arrive à la fin de ce webinaire. Comme le disait Pierre dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, si vous voulez qu'on revienne sur certains détails de cette présentation que vous recevrez évidemment par la suite avec le replay et le support du webinaire. Donc, de notre côté, on vous donne rendez-vous aussi pour les prochains webinaires qui vont arriver cet été et à la rentrée. Donc, on a un webinaire qui est prévu le 11 juillet à 11h sur l'éco-conception et comment estimer l'impact UX/UI de votre produit numérique. Et puis un webinaire à la rentrée sur pourquoi faire le choix de l'IA et du CMS HubSpot pour la refonte de votre site web. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir été présents pour ce webinaire. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez. Alors, je ne sais pas si on m'entend ou pas. Oui, on t'entend. Ah. On a perdu Naïma. Je pense qu'elle va revenir. Donc oui, comme elle disait, n'hésitez pas si vous avez des questions. Naïma essaye de se reconnecter, mais sinon, comme elle le disait, on va vous donner accès au replay, à la présentation. Et si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir conclure. J'attends encore, si jamais vous avez des questions qui arrivent de dernière minute, j'attends encore quelques secondes. Bon, eh ben, je vous souhaite... on se concentre ici beaucoup sur des actions à mener une fois que le site est en ligne. Est-ce que vous avez des recos pour une création de site ? Alors, oui. Alors là, effectivement, on avait l'impression qu'on parlait de sites en ligne, mais en fait, vous pouvez faire le même travail en vous basant sur votre audience cible. Si vous savez que vous voulez aller chercher telle audience cible, tel type de comportement, vous pouvez faire une analyse en amont et venir construire votre site par rapport aux cibles que vous voulez attirer et les interactions que vous voulez donner à vos utilisateurs. Généralement, ce qu'on vient faire sur l'audience, sur une création de site, ce qui est effectivement plus compliqué qu'un site en ligne, c'est on va se concentrer sur l'arborescence et, comme l'a dit Naïma, sur l'UI et l'UX. Sur une création de site, c'est plutôt sur cette partie-là. Les plans de tagage, plans de marquage, ça vient dans un temps 2. Mais au lancement de votre site, il faut très vite commencer à venir regarder pour pouvoir faire les améliorations. Mais l'UX, il y a pas mal de choses aussi qui peuvent être mises en place en amont par des tests utilisateurs, des focus groups, ce genre de choses qui vont vous permettre justement d'analyser avant la mise en ligne si les parcours, enfin si en tout cas votre site est bien perçu et si les parcours que vous proposez sont bien compris par vos cibles. Donc ça aussi, c'est un moyen d'améliorer en amont
le taux de conversion de votre site. Et puis après, comme le dit Mathilde, effectivement, il faut être dans une démarche d'amélioration continue. Pas parce que le site est mis en ligne que tout s'arrête à ce moment-là. Il faut vraiment venir analyser et voilà, tout ce qu'on vous a expliqué pendant la dernière demi-heure, de venir monitorer les éléments clés de votre site pour pouvoir les améliorer continuellement. En sachant que, petite recommandation, on a tendance à vouloir venir faire ces plans de tagage et plans de marquage au tout début de la construction d'un site, mais c'est quelque chose qui vient plutôt à la fin de la construction d'un site parce que vous allez avoir tendance à vouloir tout taguer, tout remonter, même des choses qui ne sont pas forcément les plus importantes pour ce comportement utilisateur. Donc effectivement, comme l'a dit Naïma, on va plutôt faire des focus group et des tests utilisateurs et le plan de marquage, il va venir dans un temps presque une fois que le site est en ligne et que vous avez bien pris la main sur votre site, vous allez avoir, vous, une vision par rapport au parcours utilisateur qui sera beaucoup plus ciblée sur ce que vous voulez remonter comme données et quelles informations vont être pertinentes pour vous sur votre site. On a eu des exemples où on va avoir tendance à vouloir remonter tous les clics sur le header, sur le menu, mais finalement, tous les clics ne sont pas forcément les plus importants. Donc, le plan de marquage, ça va vous permettre de vraiment cibler par rapport au comportement que vous voulez analyser les clics, les pages vues, toutes les interactions utilisateurs et créer votre carte de chaleur par rapport à ça. Il y a une deuxième question de Marie qui nous demande comment construire son audience cible pour une marketplace généraliste. Là, ça va plutôt passer par un travail de création de persona pour vraiment bien comprendre quelles sont leurs attentes, pourquoi ils pourraient être amenés à rechercher tel ou tel produit, pour pouvoir justement venir travailler sur les éventuels freins et objectifs que pourrait avoir cette cible-là. Et du coup, ça va vraiment passer par ce travail-là de création de persona. Je crois que Pierre a mis une ressource dans le chat de notre site où on a proposé un guide justement sur la création de ces personas. Et c'est ça qui va vous permettre en fait de vraiment comprendre où est-ce que vous allez pouvoir appuyer et quelles sont les actions de conversion sur lesquelles vous allez pouvoir miser. Sachant qu'aujourd'hui, le modèle un peu statique qu'on avait il y a quelques années de découverte, considération, décision, ce modèle-là est un petit peu en train de s'estomper au profit d'un autre système qui est un peu plus flou, qui s'appelle le Messy Middle et qui avait été théorisé il y a quelques années aussi, mais où du coup les parcours sont pas du tout aussi linéaires que ça, c'est-à-dire qu'on va pas forcément passer par toutes ces étapes-là, on découvre son problème, on fait des recherches autour de ce problème, on va ensuite considérer différentes solutions qui nous permettent de répondre à ce problème-là, et après on va passer en phase de décision où là on va avoir besoin d'une démo, où on va passer carrément à un achat. Ce parcours-là, aujourd'hui, il est plus si linéaire que ça. Et du coup, il faut vraiment travailler sur vos cibles, quels sont leurs points de douleur, pourquoi est-ce qu'ils pourraient avoir envie des produits que vous proposez, quelles vont être leurs intentions de recherche, et du coup, quels vont être les mots-clés qui vont être amenés à rechercher, sur quel levier vous pouvez les atteindre. C'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir définir votre audience cible. Et comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à vous appuyer aussi sur les outils type régie publicitaire qui vous permettent aussi de bien comprendre comment sont segmentées ces audiences-là. Je parlais des audiences de marché. On peut tout à fait se dire, je vais regarder une audience de marché qui veut acheter. Comment est-ce qu'elle est? Et là, on revient un peu sur les critères démographiques, de savoir ils sont plutôt dans cette zone-là, ils sont plutôt de cet âge-là, de telle ou telle typologie. Et du coup, ça va nous permettre aussi de nous donner des indications sur, au final, les personnes que je dois cibler, que je veux cibler, qui sont-elles, quoi. Et ça peut permettre de mettre un petit peu le pied à l'étrier là-dessus. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans le chat. Sinon, n'hésitez pas, on reste évidemment disponible si vous voulez nous recontacter par la suite. Merci Sarah et merci Marie. Ravie d'avoir pu répondre à vos questions. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Comme je disais, vous recevrez donc le replay et le support de présentation. On reste évidemment disponible avec Mathilde si vous avez des questions complémentaires ou si vous avez des projets, des sujets qui touchent au taux de conversion, à l'amélioration en continu de vos sites, à la mesure statistique.
Donc n'hésitez pas et on espère vous revoir très prochainement pour un prochain webinaire. Merci à toutes et à tous et bonne journée. Merci, au revoir, bonne journée.